Alors, ce qui est intéressant avec le littoral, c'est que c'est un lieu dont la ligne change continuellement. Bon, moi, ça m'a beaucoup frappé. J'ai grandi en Charente-Maritime, donc entre La Rochelle et Royan, par exemple, et Blaye. J'ai vécu à Blaye à un moment, donc le Blayais, pas très loin de Bordeaux. Et ça m'a beaucoup frappé quand j'étais gamin. On allait voir le fameux phare de Cordouan. Je ne sais pas si vous connaissez ce très beau phare. Et voilà, il est magnifique. Mais il a une particularité, c'est d'être le troisième depuis le 19e siècle, puisqu'il a fallu le changer 3 fois de place, puisque le littoral n'arrête pas de se modifier. Bon. Et d'autant plus avec l'actuel réchauffement climatique. Et ça pousse à figurer l'impermanence, bien sûr, qui renvoie à deux notions en apparence contradictoires qu'on va trouver dans les interventions ici. L'énergie, d'un côté, qui est le mouvement. Bon, il y a du mouvement, donc de l'énergie. Et la fragilité, avec cette idée que la mutation, elle périme l'existant, ou elle l'expose aux conditions parfois destructrices de la mutation. Et là, je vais me tourner vers Dédale, ce collectif qui a produit, je vais vous présenter le livre, qui a été produit justement sur les littoraux, ou le littoral en général, une réflexion très élargie, qui va prendre la forme d'un livre, comme un livre continu, comme une frise, on pourrait dire, avec l'analyse par... Vous allez vous présenter, vous êtes 3, je crois, et 2 sont venus ici. Voilà, ou 4, voilà, parce que vous n'avez pas... c'est assez intéressant, quand Dédale s'est présenté, ils se sont présentés donc comme un conseil artistique inconnu, voilà, donc vous n'avez pas souhaité mettre des noms, voilà, et le but du jeu, c'était en travaillant avec une maison d'édition qui s'appelle Peuplier, de produire un livre qui est presque un livre de géographe, d'une certaine façon, de cartographe, mais analyste sur le littoral en général. Donc cette notion de mutation, d'impermanence, on la sent jamais aussi bien que justement le long des côtes. Alors, je vais commencer avec Dédale, et tout en les laissant se présenter, je vais justement montrer le travail, le livre que vous avez réalisé, donc avec ces éditions Peuplier. Donc le voici, les pages vont circuler, vous voyez, et je voudrais que vous vous présentiez d'abord le collectif que vous êtes, puisque vous n'avez pas souhaité travailler chacun seul, mais au contraire en commun. Oui, alors donc Dédale, c'est l'atelier d'architecture que nous avons avec Roland Barouin, donc je suis Guy Pimienta, et en 2009, on a fondé une petite maison d'édition qui s'appelle Édition Peuplier, qui a beaucoup d'affinités avec des artistes, qui est le monde dans lequel sont nos amis. Et donc, lorsqu'on a répondu à Monde Nouveau sur le thème littoral, ça a été dit tout à l'heure, c'est un corpus énorme. Et dans un premier temps, on s'est dit, mais ça ressemble un peu à l'encyclopédie Diderot et d'Alembert. Et très vite, quand on est rentré dans le vif du sujet, il a fallu vraiment rabattre la voilure, c'est-à-dire que c'est tellement infini qu'on ne pouvait l'aborder que de manière imparfaite. Et donc on considère aussi que ce que l'on a fait, ce livre-objet, c'est plus un livre en archipel qu'on peut aborder de toutes parts. D'ailleurs, il n'est pas paginé. Et très vite, on a fondé une équipe avec 2 graphistes, donc Joshua à mes côtés et Simon, qui n'est pas là aujourd'hui puisqu'il enseigne à Hambourg. Et donc, dès le départ, c'est une expérience vraiment collective, en ce sens que, je leur dis souvent, on leur a fait faire un peu les pieds au mur, c'est-à-dire qu'on leur demandait de faire un livre qui n'était pas encore écrit. Et ça s'est fait petit à petit en avançant, et chacun a apporté de l'eau au boulin. Il y a eu une confrontation permanente, et aussi, et ça c'est un peu notre souhait permanent avec les éditions Peuplier, on est toujours lié à un artiste. Et en l'occurrence, on a appelé Daniel Pontoro, avec qui nous avions déjà quelques affinités, puisqu'on avait réalisé une boîte avec lui, une boîte d'artistes. Et lui aussi s'est intégré immédiatement dans le projet. Il est venu plusieurs fois à l'atelier, le chemin de fer du livre était là, et il a cherché très longuement où est-ce qu'il allait s'installer. Et donc,
les graphistes ont été aussi importants pour nous parce qu'ils ont structuré le livre dont on avait du mal à aborder. C'est-à-dire qu'on avait cinq thèmes à aborder. 3 lieux. Trois lieux. Alors la Camargue, Saint-Brieuc et puis la forêt d'Orient. Le livre est vraiment le télescopage du traitement de ces 5 thèmes au travers de ces 3 sites. Et donc on a fait appel, on a beaucoup bougé, on a voyagé et on a rencontré beaucoup de gens qui sont liés au littoral, et on a rencontré aussi des gens qui ont fini par écrire, on leur a demandé d'écrire, et donc ce qui fait que l'ouvrage, il est de tous horizons, c'est-à-dire qu'il y a des analyses scientifiques, des analyses photographiques, plastiques. Donc, littoral, c'est un corpus tellement énorme qu'on essaie de l'aborder par petits bouts. Et donc, aussi graphiquement, il y a une chose qui a été très importante, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on parlait du littoral, il y avait plein de termes qui étaient inconnus ou que l'on découvrait et dont on avait le sentiment qu'il fallait les développer. Et c'est comme ça qu'on a inventé le glossaire que vous voyez tout en bas, qui défile comme une sorte de base continue de tous les thèmes auxquels on peut être confronté. Et d'ailleurs, c'est infini. Et ce système-là aussi permettrait de faire un livre évolutif, c'est-à-dire que chaque élément du glossaire pourrait remonter pour être développé. Voilà. Et donc, je vais peut-être laisser à Joshua parler de la structure qu'ils nous ont proposée, qui démarre aussi d'une réflexion à propos d'un artiste et dont on a un schéma qui apparaît sur une des slides. Alors, oui, avant que vous en parliez, donc tirage 200 exemplaires, hein, je lis, une modénature qui met en avant plutôt presque un effet de frise, de planche, plutôt qu'un effet de page, hein, d'une certaine façon. Pourquoi ces choix? Donc, je pense que c'est vous qui les avez faits en concertation, bien sûr, j'imagine. Ce qui était assez particulier sur ce projet en tant que graphiste, c'est que habituellement dans notre travail, on fait plutôt face à des commanditaires à qui on doit proposer des réponses. Et là, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est qu'avec Roland et Guy et avec Simon, qui est un autre graphiste, on était tous les 4 assez égaux sur ce projet. Et c'est devenu comme un atelier de recherche, en fait, où on faisait des allers-retours entre différentes références qui pouvaient nous intéresser. Ensuite, il y avait un chemin de fer et c'était un aller-retour constant entre nos conversations, le chemin de fer, l'artiste Daniel Pontoro qui est intervenu dans le livre. Et petit à petit, le livre s'est construit comme ça. Et ce qu'on voit défiler en bas de l'écran, c'est venu notamment parce qu'à force de ces conversations et de tous les éléments auxquels il y avait une sorte de recherche un peu sans fin de toutes nos références autour du littoral, de littérature, ça peut être de tableaux, d'œuvres d'art. Et à un moment, on s'est dit, en fait, cette rencontre qu'on a ensemble tous les 4 à travers ces références, il faut qu'elles existent dans le livre. Et on a eu l'idée, comme ça, d'avoir un glossaire continu qui démarre de la première page jusqu'à la fin du livre. Alors, je voudrais me tourner, je me permets, merci, vers Lucie Campos. Vous vous intéressez évidemment beaucoup au livre. Vous avez une sorte de livre ici qui fait éclater on pourrait dire, le registre qui est celui du livre ordinaire, presque monolithique dans sa fabrication. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous inspire ce type d'ouvrage qui naît justement de la diversité du littoral? C'est-à-dire que la diversité du littoral, l'impermanence, la multiplicité de cet espace-là va faire exploser en quelque sorte la configuration physique du livre et donc la configuration sémantique. On voit grand nombre d'interventions, on voit à un moment le nombre des contributeurs, ils sont quand même très nombreux, une quinzaine, une vingtaine, je ne sais pas. On voit la manière dont c'est agencé, on est à la fois dans un atlas, on est dans une encyclopédie, on est dans une sorte de récit effectivement visuel. Tout ça est très, très, très complexe. Qu'est-ce que cela vous inspire? On vous passe un micro.
Je me permets, parce que quand même, La Villa Gilet, c'est le livre. Merci beaucoup. La Villa Gilet, c'est surtout les écrivains, j'avoue. Et c'est il y a beaucoup d'écriture, moi ça m'a beaucoup frappé. C'est eux qu'on accompagne, mais là, ce livre-là est magnifique, c'est une espèce de livre impossible. Effectivement, faire rentrer tout le littoral dans un nombre fini de pages, c'est impossible. C'est aussi impossible que de compter les grains de sable tout à l'heure. Mais les choix visuels, graphiques, font que on l'explore comme une espèce de promenade à la fois théorique, imagée, et comme une série de lieux qui sont connus et inconnus, parce que j'ai l'impression qu'il y a un choix aussi d'y retrouver certains marqueurs, enfin, qui sont accessibles même pour celui qui ne serait pas spécialiste du littoral, mais aussi d'y introduire des ouvertures, des pistes de réflexion qui ne sont pas une collecte de ce qui existerait déjà dans nos imaginaires, mais qui cherchent à ouvrir par le design, par le graphique, par le graphisme, par les pages, des pistes possibles. À propos des pages, il y a une chose importante à dire, c'est que c'est un livre qu'on dit ouverture à la chinoise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pliure, ce qui fait qu'on a une page paysage, et les graphistes vraiment se sont emparés de ça, au point que lorsqu'on est allé chez l'imprimeur nous a dit mais faites attention, il y a du texte qui est sur la pliure, et justement c'est une page paysage, et peu importe, cette pliure quasi invisible est hyper importante, et c'est une forme qui aussi résonne avec le littoral, avec cette étendue du littoral. Et qui résonne, si je peux donc élargir un petit peu à d'autres projets, qui résonnent avec d'autres projets qui étaient davantage des projets d'écrivains, qui ont été soutenus également par Monde Nouveau. C'est sur ce point que je voulais vous interroger. Dans l'ensemble, comment est-ce que les écrivains ont pris en charge cette question du littoral? Enfin, on avait le cas de Frank Smith, par exemple, tout à l'heure, dont on pourrait dire le registre principal, c'est à la fois l'image et le texte. Et on a vu comment il a produit une sorte de démultiplication des médiums pour parler d'un paysage. Mais avant d'arriver aux écrivains, on en était au livre, et à ce livre qui cherche une forme, qui cherche une forme possible pour épouser le littoral ou quelque chose de notre imaginaire du littoral et de notre connaissance du littoral. Et beaucoup des écrivains dont le domaine n'était pas celui de la production du livre, leur domaine était plutôt l'écriture, le mot, la phrase, ont cherché, dans leur projet Monde Nouveau, aussi à penser un objet livre qui soit l'aboutissement de leur temps d'expérimentation, de recherche, de réflexion et d'écriture. Donc cette recherche d'une forme livre qui sorte des formes connues, des formes classifiables, catégorisables, pour dire un rapport au littoral, elle est là dans une certaine splendeur, mais elle parcourt toute une série, pas mal des projets d'écriture je voudrais vous poser une question, parce qu'on va interroger maintenant Laurent de Robert, qui fait un travail à partir de l'Odyssée, à partir de grands textes de l'Antiquité, justement pour aller quérir, il va nous l'expliquer, en Méditerranée, des plantes citées dans ces textes antiques, et voir si elles existent encore et ce qu'on peut en faire. Et la question que je vous poserai, par rapport à l'expérience que vous avez eue, Monde Nouveau et le livre, et le texte, et l'auteur, c'est au fond, est-ce que la littérature sur le littoral a inspiré aussi beaucoup de créateurs, selon ce que vous avez vu? Est-ce que certains sont partis, comme Laurent de Robert, par exemple, de la littérature, au lieu d'arriver à la littérature? Vous voyez ce que je veux dire? Ou pas? C'est une question très intéressante. Je dirais que la plupart des écrivains sont partis des lieux. En fait, ce qui a été réellement magique pour eux dans la manière qu'a eu le dispositif Monde Nouveau de fonctionner, ça a été qu'il a pu ouvrir des portes à des lieux qui parfois étaient des lieux connus, enfin des lieux qui figurent dans nos imaginaires. Mais ouvrir des portes, c'est ouvrir
des dialogues avec des médiateurs sur les sites, c'est ouvrir un accès privilégié à certains sites auxquels il est compliqué d'accéder dans des conditions normales, tout public. Et c'est d'abord de là que sont partis les projets d'écriture et que souvent ils ont été modifiés par cette rencontre avec des sites. C'est-à-dire que souvent on a vu les projets muter complètement dans la phase de préparation et dans la phase de rencontre avec le site. C'est-à-dire que le projet avait une première forme au moment de son acceptation et de sa soumission à Monde Nouveau et est devenu autre chose par sa rencontre avec les équipes du littoral, avec les lieux, avec les sites. Et donc, l'écriture est venue des lieux, est revenue à l'écriture, mais en étant passé par la rencontre des lieux, alors que le projet dont on va parler est un projet qui, lui, part d'un imaginaire littéraire. Alors, c'est l'importance des contextes, évidemment. Vous savez, contexte, cum textere, il y a le mot texte dedans, c'est tissé avec. Un texte, c'est un tissage, étymologiquement. Donc, on voit ici comment les uns tissent avec le littoral pour arriver à un livre, et d'autres vont tisser avec le livre pour arriver finalement à une production visuelle. Alors, je vous remercie tous, on peut vous applaudir. Merci. Et justement, on va filer, si je puis dire, la métaphore avec Laurent de Robert, justement, de la question textuelle, de l'importance du texte vénérable même, avec cette œuvre, donc un projet sur les jardins promis. Donc je ne sais pas quel est le nom exact de ce projet, Odyssea, de quoi s'agit-il? Une odyssée, c'est un mouvement ulycéen que vous faites à travers la Méditerranée. Je vais montrer une carte. Cueillette, chant, représentation, je m'ai créé un pontage transhistorique entre présent et antiquité, entre culture première et culture de la réparation. Mon Dieu, on vous écoute et je présente la carte de la Méditerranée. Oui, parce que c'est la seule image, on va travailler plus avec l'imaginaire. Vous nous avez offert cette seule image, mais je crois que vous avez mis le point sur le fait de tresser, de tisser. Et il y a deux façons de le faire, il y a un très beau livre de Françoise... j'ai oublié le nom, Frontisy, il me semble, qui parle des deux façons de tresser, soit avec un fil, soit avec deux fils. Et c'est vraiment radicalement différent. Deux façons de tricoter, en quelque sorte. Et finalement, le point de départ de ce projet, il a été distinct... Son titre, alors, c'est vraiment Odyssea. Donc, Odyssea. Homère, l'Odyssée... Ulysse faisant le tour de la Méditerranée après la guerre de Troie pendant une dizaine d'années, je crois, avant de revenir à Ithaque. 10 ans à Troie, 10 ans pour revenir à Ithaque. Voilà. Mais au fond, ce qu'on a produit, c'est à peu près le contraire de ce qu'a fait Ulysse. Ulysse, il part de Troie, ils sont pleins. D'ailleurs, il y a encore des débats pour savoir combien il y avait de compagnons d'Ulysse. Ils s'arrachent les cheveux, les historiens, pour savoir ça. D'ailleurs, vous n'êtes pas allé jusqu'en Ionie, c'est jusqu'en Turquie. Non, parce qu'il n'y a pas de plantes qui sont mentionnées dans l'Odyssée à Troyes. D'accord. Et en fait, notre expérience a été l'inverse, parce que j'ai écrit plutôt dans la chaleur de l'été le projet de façon un peu solitaire. Et c'est vraiment la rencontre avec des navigateurs, des cueilleurs-chanteurs qui l'a multiplié et qui l'a augmenté. Donc c'est vraiment un projet qui a été amendé, contrarié, multiplié. Et au fond, à l'inverse d'Ulysse, je ne suis pas arrivé seul, mais au contraire, on était de plus en plus nombreux dans cette aventure et arrivé plutôt radieux et non pas catastrophé à Ithaque. L'idée, elle était assez simple, c'était une provocation en fait de Pascal Quignard qui m'avait un peu avec ironie envoyé balader parce que je lui disais que j'avais du mal à lire. Il me disait mais de toute façon t'as pas besoin de lire des livres, tu n'as qu'à cueillir des fleurs. Et il révélait cette étymologie qui est assez singulière que en grec legein ça veut dire d'abord lire, donc c'est d'abord cueillir. C'est cueillir avec ses mains des fruits et des fleurs. Et bien plus tard, par extension, ça veut dire cueillir avec ses yeux des images et des paroles. Et il me rappelait d'ailleurs qu'une anthologie, avant d'être un recueil de textes choisis, c'est un bouquet de fleurs sauvages qu'on offre à sa maman. Anthos, des fleurs, legein passionnément cueillies. Et partant de là, je me suis dit, plutôt que de lire, effectivement, autant cueillir les plantes qui sont nommées dans l'Odyssée. C'est-à-dire partir à l'aventure pour recueillir les feuilles, les fleurs, les fruits et les semences de toutes les plantes, il y en a une quarantaine, nommées par Homère dans le texte.
depuis les tuyas de Calypso jusqu'aux asphodèles des enfers, depuis les vergers de Nausicaa jusqu'à la forêt de Circé. Donc vous avez fait le voyage? C'est ça, Oui. parce que c'était un voyage purement théorique, mais de rencontrer les navigateurs, chanteurs, théorique cueilleurs. ou physique? Mais après, il a été physique. D'accord. Et c'est ça qui l'a vraiment multiplié, c'est la rencontre de ces cueilleurs-chanteurs de Méditerranée, avec qui nous avons arpenté les rives pour aller glaner non seulement les semences de l'Odyssée, mais aussi des champs de recueil de graines, qui, à mes yeux, qui a fait tout le charme. Et je pense que quand on parle du dispositif Monde Nouveau, je pense qu'il faut pointer le fait que c'est un dispositif qui permet de multiplier les projets réellement, de les amender, de les déployer. Jamais, si j'aurais pu faire très bien le voyage tout seul, mais avec les moyens de Monde Nouveau, ça m'a permis d'en être dépossédé et d'en être vraiment radieux, en fait. Très bien. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi je suis Gaëlle Flao, donc j'ai Voilà, travaillé merci de vous avec présenter, Laurent. je vous prie de m'excuser. C'est pas grave, je n'étais pas non, prévue. mais au contraire, vous avez donc travaillé en commun. Voilà. Oui, très bien. Donc, On a travaillé en commun. En fait, moi, je suis artiste plasticienne et donc, mais aussi navigatrice. Et donc, on a beaucoup discuté avec Laurent du projet. On avait fait des projets antérieurs ensemble déjà autour du sel de la Méditerranée. Et là, voilà, l'histoire des graines demandait vraiment une longue pérégrination maritime à travers la Méditerranée et donc avec plusieurs autres compagnonnes, parce qu'on était quand même essentiellement des femmes marins pour mener ce bateau. Les harpies de la fable non, les mais sirènes, contrairement aux sirènes, c'est nous qui menions le Vous avez navire. attaché Laurent de Robert au mât du navire. Il n'est pas resté longtemps à bord, malheureusement, parce J'ai qu'il le mal était de malade. mer. Bon. Et donc, oui, on a vraiment fait ce voyage physiquement. Donc, on est parti de Bonifacio, où Voilà, on donc était accompagné par le on le voit sur la conservatoire. carte, hein, c'est ça? C'est celui de la Voilà. carte. Donc Bonifacio, donc après vous allez sur les côtes de la mer Tyrrhénienne, vous descendez à Messine, enfin bon, dans le détroit Voilà, de toute la Messine. côte de l'Italie. Voilà, l'Italie, Lampedusa. De Lampedusa, vous allez jusqu'à Gabès, j'ai l'impression à Djerba. Donc Oui, parce que on- là, c'était Non, là, important. Moi, j'y suis allé. On du n'y a coup, pas été, non, on n'avait pas assez Ah, le temps en fait excusez-moi. de mais faire cette J'y navigation. suis allé personnellement parce que c'était là-bas qu'il fallait recueillir les graines d'oubli, le lotos Voilà. et l'autophage. Puis vous êtes allé, je sais pas, Igoumenitsa, je ne sais pas si on est ici au nord de la Grèce, en Épire ou en Albanie, je ne sais pas. Et puis Du vers côté de Patras. Corfou et après Ithaque. Voilà, très bien. Voilà. Alors, je voudrais poser une question quand même sur le plan de la conversion formelle, esthétique. Qu'est-ce que ça donne tout ça? Est-ce que ça finit dans des images, ça finit dans des tableaux, dans des dessins? Donc, comment est-ce que ça finit? Est-ce que ça finit dans un livre? Alors, il y a plusieurs Ça choses. commence par un livre et ça Il y a un livre qui est édité aux Belles Lettres qui paraît au mois de mai, qui s'appelle Botaniser l'Odyssée. Si vous n'avez pas souhaité nous Non, donner il est pas, des... mais je vous en donne. D'ailleurs, je vous invite le 23 mai à la galerie Hus pour la sortie de ce livre. D'accord. Et, Où est cette galerie? Parce qu'il y a- c'est à Montmartre et c'est là-bas que pendant 2 ans, en fait, parce que les choses futiles, il faut les faire de façon absolument sérieuse. Et donc pendant 2 ans, on a convoqué les plus grands philologues, hellénistes, botanistes, historiens, géographes, pour instruire vraiment avec la plus grande précision toutes les plantes qui étaient nommées. D'accord. Et les lieux qui étaient référencés, quand vous dites Corfou, Ithaque, c'est chaque fois, selon Victor Bérard et Jean Cuisinier, les épisodes de l'Odyssée. Et en Grand fait, spécialiste d'Homère, hein, Exactement. évidemment, Bérard. et notre idée fondamentale par-delà la plastique, c'était de se dire, puisque lire et cueillir sont un même verbe, alors peut-être que éditer et semer sont un même geste. Et que signifierait d'éditer l'Odyssée comme un recueil de graines? C'est-à-dire vraiment juste un jardin promis, une time capsule qui nous permettrait de semer les semences de l'Odyssée au vent et de voir le verbe qu'il en éclot. Alors, il y a des espèces qui ont disparu, méditerranéennes. Effectivement, il y en a une en particulier qui est L'orme, bouleversante. notamment, a disparu. Enfin, voilà, Laquelle? du fait de la surpécoration, du fait des incendies, évidemment de la sécheresse. Et est-ce qu'il est des espèces que vous avez cherchées sans les trouver? C'est terrible comme épisode. Oui. Ulysse est sur l'île des Phéaciens, il voit Nausicaa qui arrive, il essaye de lui faire le plus beau des compliments, lui dit « Tu sais, jamais j'ai rien vu sortir de terre aussi beau que toi, si ce n'est à Délos, juste à côté du temple d'Apollon. J'ai vu le rejeton d'un palmier sortir et mon cœur a été saisi d'une admiration pareille à celle qui saisit mon cœur quand je te vois. Donc je vais à Délos pour chercher précisément
un noyau du palmier dattier pour pouvoir parler de cette essence de la beauté, et il n'y a plus de palmier dattier, comme si l'essence de la beauté était définitivement perdue. Donc dans les rituels que l'on opère, parce qu'en fait, au retour de cette campagne, donc avec toutes les graines, on a aussi récupéré la terre d'Ithaque pour façonner 24 petits amphores dans lesquels on immisce les 40 graines de l'Odyssée, dans des rituels qui sont chantés, de sorte qu'après on confie à des endroits particuliers sur la terre cette petite promesse de jardin à semer le jour où les graines auront décidé de lever la dormance, et que, capable de connaître le langage des fleurs, alors on pourra entendre de leur part les aventures d'Ulysse. Pour nous, en fait, c'est éditer un jardin. C'est une écriture, au fond. C'est au fond, c'est l'herbier transhistorique et immémorial. On pourrait dire les choses comme ça. Sauf que l'herbier, souvent, hélas, est figé, il ne promet pas. La graine, je viens des mathématiques, et pour moi, ça a été très important de me rendre compte que c'était comme une équation, c'était un maximum de sens dans un minimum de matière. C'était tous les fruits, toutes les fleurs, toutes les feuilles promises dans une petite graine, et surtout, peut-être toutes les histoires. Alors, que vous inspire la constitution de réserves de graines pour l'éternité ou pour le futur, comme le Global Seed Vault, par exemple, de Svalbard, où on a quasiment 1 million de graines qui sont conservées dans des conditions évidemment de très grande sécurité, pour éviter justement qu'à l'avenir les graines disparaissent. Et c'est une question que je vous pose parce que, au fond, le destin de l'humanité, on le voit bien, est quand même en large part un destin de conservation. On plie bien souvent, on ploie sous le poids des archives, sous le poids des musées, sous le poids des bibliothèques, sous le poids même de nos intérieurs qui sont surchargés. Et on plie aussi sous le poids de la conservation des espèces, alors même qu'on fait tout pour les détruire. Il y a une sorte de contradiction ici qui est très intéressante. Est-ce que vous vous placez dans cette optique-là de conserver ou de faire revivre, de faire durer ce qui, au fond, ce que la nature a détruit, peut-être d'une certaine manière? J'aime bien la définition de Étienne Souriau dans le dictionnaire d'esthétique qui revient sur le mot restaurer, parce qu'il s'agit de restaurer. Restaurare, il dit restaurare, ça veut dire deux choses en latin, remplacer, mais aussi offrir pour la première fois. Et je trouve que cette tension-là qui est entre restaurer et offrir pour la première fois, elle est tout l'enjeu de la poésie, enfin en tout cas de notre projet. Alors je trouve que c'est une bonne idée qu'on parte là-haut dans le nord pour transmettre cette petite amphore de graines, mais effectivement l'enjeu il est fondamentalement poétique ici. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Merci donc à Laurent de Robert, et on va terminer cette table ronde avec un milieu très fragile, justement, qui connaît une disparition somme toute à grande échelle, qui a une disparition donc en termes environnementaux, mais aussi en termes humains, ou une quasi-disparition, ou quelque chose qui serait de l'ordre de l'effacement, c'est la Camargue. On notera que le littoral camarguais est un littoral qui a inspiré beaucoup de créateurs dans Monde Nouveau, à juste titre d'ailleurs, puisqu'on a là presque une sorte de civilisation du delta très particulière. On sait que tous les deltas se caractérisent par des formes de vie très, très spécifiques. Le mélange des eaux, les eaux claires et les eaux salées, les eaux douces et les eaux salées, ça produit, on pourrait dire, des civilisations très, très curieuses. Et c'est ce sur quoi, Théo, vous avez travaillé, donc en tant que photographe ici, écrivain. La Camargue, l'idée de la disparition annoncée, c'est bien comme ça que vous présentez un travail qui est un travail à la fois donc de résidence, d'enquête, de film, puis d'exposition, avec un titre pour ce projet qui évoque Nino Ferrer. Vous vous rappelez la fameuse chanson Le Sud, un jour ou l'autre il faudra qu'il y ait la guerre, et là c'est un jour ou l'autre il faudra qu'il y ait la mer, sauf que la mer, qu'est-ce qu'elle devient, ou elle est peut-être en train d'envahir la Camargue. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet pendant que je vais sortir les images, le document que vous nous avez aimablement proposé? Bonjour. Donc oui, effectivement, là, au départ, il y a la littérature, mais une littérature assez particulière qui est un rapport du GIEC. Donc c'est pas summum de la poésie, mais c'est quand même de la littérature. Avec un outil à ce moment-là qui, moi, m'avait complètement marqué, qui était
un site internet sur lequel on pouvait visionner une carte de la France et en bougeant en curseur, on pouvait choisir soit l'augmentation des températures globales, soit les années, et on voyait le littoral, la mer qui rentrait dans les terres ou pas, quoi. Qui envahit le delta. Voilà. Et là, vraiment, je me suis rendu compte qu'il y avait... Donc c'est évidemment basé sur des scénarios du GIEC, sur des moyennes, etc., quoi. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait, que c'était demain, en fait, et qu'il y avait déjà des scénarios d'évacuation de villes, de trucs comme ça, à quelque chose qui était assez proche de chez moi. Et qu'en fait, cette Camargue, et je comprends qu'on soit nombreux à s'être intéressés à ce delta, parce qu'en fait, il cristallise beaucoup de questions qui nous animent tous aujourd'hui, c'est-à-dire il y a la question du réchauffement climatique, évidemment, il y a la question de la sécheresse on a du mal à le concevoir, mais en fait, la sécheresse augmente le risque que la mer rentre de la rentrée des eaux dans les territoires. Il y a la question du tourisme qui s'est développé en fait assez récemment en Camargue, mais qui tout d'un coup est devenu brutal et comme si c'était la dernière flamme de quelque chose. On va vite vendre des cartes postales tant qu'il est temps ou quelque chose un peu comme ça. Et en même temps, il y a une espèce de biodiversité qui est très très particulière à ces endroits-là, qui s'est adapté à ce territoire très, très bizarre et dont on ne se soucie peut-être pas tellement. Il y a quelque chose d'un peu comme ça, un peu rejeté. Parfois, il y a plein de tout petits trucs qui vivent dans des terres salées. On a l'impression que rien ne vit là, mais en fait, il y a une petite mouche qui n'existe que là. Il y a quelque chose d'un peu fragile comme ça. Donc le point de départ, c'était effectivement de dire, bon, je suis photographe, je travaille avec du réel, je ne peux pas inventer les choses, je ne peux pas photographier l'avenir, mais il y a quand même cette question de dire ce territoire va disparaître, qu'est-ce que moi je peux en faire ? Et donc j'ai pensé aux grandes commandes publiques où on gardait en mémoire comme ça des territoires qui avaient eu notamment des photographes. Et en fait, avec le temps, effectivement, il y a eu cette truc-là assez typique de Monde Nouveau, d'évolution de nos projets. Et donc avec les équipes, avec le Conservatoire du Littoral, etc., on a commencé à comprendre qu'en fait, il y avait peut-être une autre démarche à avoir et qu'en fait, il fallait peut-être... j'ai essayé en fait avec le temps de recréer un imaginaire ou en fait de commencer à écrire un récit du futur peut-être quoi, et donc de laisser la place. Et c'est pour ça que j'ai aussi fait ce choix après avoir longtemps été motivé et qu'on m'ait donné confiance à Ronan de Calan qui était donc qui s'occupait de moi, voilà, qui m'a dit mais si, écris aussi pour effectivement avoir cette espèce de double temporalité qui était un travail photographique, argentique du réel où je ne pouvais pas mentir, où je devais faire avec ce qui existait et en parallèle me laisser une forme de liberté littéraire à côté et de pouvoir écrire peut-être quelque chose qui pourrait être une promenade dans l'avenir, quoi, voilà. Essayer de toucher du doigt en ayant cette idée de dire il y a un sentiment d'urgence, il y a une urgence, c'est évident, la Camargue c'est demain, quoi, on parle de 2050. Ben, oui, ce que vous rendez visible, en fait, c'est la vie sous l'Anthropocène, d'une certaine façon, qu'on accepte ou non ce terme. Vous savez que récemment, il a de nouveau été contesté. Peu importe le nom que l'on donne à cette période où finalement les activités humaines ont des résultats catastrophiques sur l'environnement. Bon, les faits sont là, indépendamment de la sémantique. Vous donnez une image de ce qu'est la vie sous l'Anthropocène telle qu'on ne peut pas la voir, par exemple, à Paris, ici, concrètement. Et je me suis demandé, en regardant vos photos, est-ce que vous avez une affinité au départ avec ce territoire-là, ou ces territoires-là, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler les territoires blessés, en fait. Vous savez, on parle des territoires perdus de la République quand on parle de certaines banlieues, etc. Mais on peut dire les territoires perdus de l'humanité, ben, en voilà un et il est chez nous. Alors que mentalement, on a plutôt tendance à dire, bon voilà, ça se trouve au Sahel ou dans certains coins de l'Amazonie où finalement la déforestation a tout détruit. Vous voyez, mais on voit bien que c'est chez nous, c'est ici. Vous avez un lien avec ces territoires-là ? C'était pas un territoire que je connaissais déjà, et c'est aussi une des raisons pour laquelle je voulais faire ce travail, c'était parce que je voulais découvrir ce territoire. Monde Nouveau, ça a été des rencontres pour plein de gens. Pour moi, ça a été la rencontre avec un territoire, en rebondissant sur tout ce qui a été dit aujourd'hui sur cette notion de rencontrer un territoire, c'était évident. Ce qui est sûr, c'est que moi, je viens effectivement de la ruralité, quoi. J'ai grandi en montagne, dans des endroits où on met pas trop les pieds, quoi. Et ça m'intéressait quand même de là, c'est l'envers de la montagne, hein, c'est le monde plat. Ouais, c'est un peu l'exact opposé, mais
je voulais laisser la place de l'endroit, c'est-à-dire il y a assez peu de flamants roses et de ce genre de choses-là. Ce qui m'intéresse, c'était de rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre du western presque en fait, et donc d'un territoire que chacun peut s'accaparer. Alors il y a des codes, il y a évidemment quelques codes qui nous ramènent à l'endroit dans lequel on est, mais en fait je voulais quand même laisser la place à chacun de pouvoir avoir sa propre Camargue, parce qu'en fait des territoires menacés par les eaux, par la sécheresse, par tout ça, il y en a un peu partout, à des échelles différentes. Oui. Et chacun peut quand même y trouver sa propre mémoire peut-être, ou en tout cas son souvenir d'une terre menacée, peut-être ailleurs qu'en Camargue aussi. Ça m'intéressait quand même de laisser cet espace-là. Très bien. Bah, écoutez, c'est une note un peu pessimiste peut-être sur laquelle vous nous laissez, mais il y a une question. Ces photographies sont placées sous un titre, un intitulé qui est « Pour qui chanteront les sirènes ?» Alors, elles chantaient pour Ulysse, hein, on est bien d'accord, mais pour qui chanteront-elles? Elles viennent de la mer, elles ne viennent pas des eaux douces, elles viennent des eaux salées, et bientôt il n'y aura plus que de l'eau salée, mais plus rien de vivant finalement en Camargue. Donc pourquoi vous avez choisi ce titre qui est très beau au fond, mais... Alors la Camargue, c'est quand même beaucoup d'eau salée, et en tout cas le sel est toujours... De plus en plus. Le sel est vrai, voilà. Le sel est aujourd'hui la vraie question, c'est-à-dire le sel remonte dans les eaux, on trouve des méduses à plusieurs kilomètres d'éther dans le Rhône parce que le taux de sel remonte, et le sel menace les cultures, etc. etc. Donc, et ce titre, il vient d'une discussion que j'ai eue avec un vieil homme en Camargue, qui est un monsieur qui a planté des clôtures toute sa vie en Camargue. Il a passé sa vie à trimballer son pick-up et à planter des clôtures pour séparer le marais de monsieur machin du marais de monsieur truc. Et on parlait de l'avenir et de qu'est-ce qui va en rester. Et il était un peu dans un truc de on l'a bien cherché, et il parlait de l'église des Saintes Maries de la Mer en disant un jour il restera que cette église au milieu de la mer, et en fait ce sera bien fait, on l'a peut-être bien cherché. Et donc il a dit quelque chose comme ça que j'ai un peu transformé avec la mémoire et le souvenir, mais en fait il n'y aura plus personne pour écouter le chant des sirènes, il va rester que la mer, nous on sera plus là, on sera ailleurs, et c'est pas grave. C'est pour ça que c'est pas si pessimiste en fait. Pour moi, c'est pas quelque chose de si pessimiste. C'est pas grave qu'on soit plus là. C'est pas grave qu'il y ait plus certaines choses là. Oui. Et si en fait on fait des digues et qu'elles tiennent pas la mer, on va pas faire des digues pendant des millénaires. Oui. Et la Camargue, on montre bien que le littoral est un espace qui bouge, parce qu'en fait, la mer rentre par endroits, le sable repart par d'autres. C'est pas nous qui allons maîtriser ça, en fait, ça se fait sans nous. La mer, elle prend la place qu'elle veut prendre, et la plage reprend la place qu'elle veut prendre ailleurs. Donc c'était ça qui m'intéressait aussi. Oui, c'est une donnée, bon, on parle d'impermanence, c'est quelque chose, on essaie de lutter contre ça, contre la perte des territoires, alors que peut-être ce que vous suggérez, c'est qu'il faudrait laisser les choses se faire. Quand vous allez, enfin moi pour y avoir travaillé sur certaines côtes africaines, on voit que par exemple en Mauritanie, on retrouve des traces de l'occupation humaine successive, en remontant des milliers d'années en avant, à travers ce qu'on appelle les amas coquillers, c'est-à-dire de véritables cordons de résidus de coquillages qui prouvent qu'à un moment donné, la ligne de côte était là. Voilà. Donc les gens vivaient là, ils mangeaient là, ils pêchaient là, et puis on a plusieurs lignes de côte comme ça qui correspondent évidemment aux variations du niveau de la mer. C'est exactement le cas de la Camargue. Bon, voilà, le problème aujourd'hui, c'est qu'à cette époque-là, je ne pense pas qu'on avait la propriété privée, vous voyez, qu'on avait encore l'exploitation de tel ou tel domaine à des fins productivistes et évidemment financières avérées. Donc on vivait d'une certaine façon avec ce qu'il y avait à trouver. Si la mer avançait, on reculait en même temps que la mer, et c'était aussi simple que ça. Merci beaucoup Théo Giacometti, c'est très très bon travail. Merci beaucoup.